Le nerf facial est la 7e paire crânienne. C'est un nerf mixte. Moteur, assurant l'innervation des muscles de la mimique, du muscle stapédien, du ventre postérieur du digastrique et du stylo-hyoïdien. Sensoriel, assurant la gustation des 2 tiers antérieurs de la langue via la corde du tympan. Parasympathique, assurant l'innervation sécrétoire des glandes lacrymales, submandibulaires, sublinguales et des glandes des muqueuses nasales et palatines. Sensitive, via le nerf intermédiaire de Friesberg, elle est responsable de l'innervation de la zone de Ramsay-Hunt qui comprend le pavillon de l'oreille, notamment sa face postérieure et la conque, la paroi postéro-supérieure du conduit auditif externe et une petite région triangulaire rétro-auriculaire. Les fibres du nerf facial ou de l'intermédiaire de Friesberg vont soit prendre origine ou fin au niveau de 4 noyaux. Le noyau moteur principal du nerf facial qui est somatomoteur, le noyau salivaire supérieur qui est viscéromoteur et végétatif, le noyau du tractus solitaire à sa partie supérieure qui est viscérosensoriel et sensitif, et le noyau du tractus spinal du nerf trijumeau. Le noyau du facial se situe dans le pan, plus exactement dans la partie ventrolatérale du tegmentum pontique, en position antérieure et latérale par rapport au noyau de l'abducens. Il s'étend sur environ 2 à 4 mm dans l'axe longitudinal du tronc cérébral, au niveau de la portion moyenne du pan, en regard du colliculus facial du plancher du 4e ventricule. Il est composé de plusieurs sous-groupes neuronaux disposés en colonne, chacun innervant un territoire musculaire facial spécifique. Ce noyau est entouré par les fibres du nerf facial qui effectuent un trajet caractéristique. Après avoir émergé de ses pôles dorsal et latéral, elle remonte dorsalement en direction du toit du 4e ventricule, contourne le noyau abducens formant ainsi le genou du facial, puis redescend ventralement pour sortir du tronc cérébral en avant de l'émergence du nerf vestibulo-cochléaire, le nerf 8. Le noyau moteur du nerf facial reçoit ses commandes supranucléaires via la voie cortico-nucléaire. Les neurones de l'aire motrice principale ou gyrus précentral projettent des axones qui descendent dans la capsule interne et le tronc cérébral jusqu'au pont. Là, ils font synapse au niveau des motoneurones du noyau facial. Ainsi, une lésion centrale unilatérale dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral par exemple n'atteint que la motricité du tiers inférieur contralatéral de la face, épargnant la fermeture de l'œil et le front. Le noyau salivaire supérieur est un noyau parasympathique contenant des fibres viscéro-efférentes. Il commande la sécrétion des glandes submandibulaires, sublinguales, ainsi que des glandes nasales et lacrymales via le ganglion ptérygo-palatin. Le noyau salivaire supérieur est localisé dans la formation réticulaire du pan, en position dorsolatérale par rapport au noyau moteur. Le noyau salivaire supérieur, avec sa composante viscéromotrice, reçoit des afférences centrales issues de l'hypothalamus et des noyaux salivaires supérieurs contralatéraux, via des connexions réticulaires et des voies réflexes gustatives et tactiles. Ces fibres ganglionnaires suivent le nerf intermédiaire puis le nerf facial pour rejoindre les ganglions sphénopalatins et submandibulaires. Le noyau gustatif primaire ou partie supérieure du noyau du faisceau solitaire est responsable de la sensibilité sensorielle des 2 tiers antérieurs de la langue. Le noyau du faisceau solitaire pour la voie gustative reçoit les afférences du nerf intermédiaire à travers la corde du tympan et le nerf grand pétreux. Ces influx remontent ensuite vers le thalamus au niveau du noyau ventro-postéro-médian, puis vers le cortex gustatif au niveau de l'opercule fronto-pariétal.
Le noyau du tractus spinal du nerf trijumeau est un noyau sensitif qui reçoit la sensibilité tactile de la zone de Ramsay-Hunt. Enfin, le noyau spinal du trijumeau reçoit la sensibilité cutanée du conduit auditif externe et du pavillon via le nerf intermédiaire, relayant l'information vers le thalamus et le cortex somesthésique. Le nerf facial émerge au niveau du sillon bulbo-protubérantiel, la zone située entre le bulbe rachidien et la protubérance. Il sort exactement dans la fossette olivaire, juste en arrière et en dehors du nerf abducens. Entre le nerf facial et le nerf vestibulo-cochléaire émerge le nerf intermédiaire. L'ensemble de ces faisceaux se dirige ensuite de l'angle pontocérébelleux vers le rocher. Le nerf facial entame son trajet en se dirigeant vers l'angle pontocérébelleux. Dans l'angle pontocérébelleux, il traverse l'espace sous-arachnoïdien en se dirigeant vers le conduit auditif interne. Ce segment intracrânien libre mesure en moyenne 15 à 20 mm. À ce niveau, il chemine obliquement en avant, en haut et latéralement dans la citerne pontocérébelleuse, baignée dans le liquide cérébrospinal. Lors de son parcours, il est souvent croisé par l'artère cérébelleuse antéro-inférieure ou l'artère cérébelleuse supérieure. Le méa acoustique interne est l'ouverture médiale du conduit auditif interne. Il est situé dans la face postérieure du rocher, en dedans du sillon du sinus pétreux inférieur. Le méa acoustique interne est un orifice osseux, ovalaire ou arrondi, à grand axe vertical, d'une hauteur de 5 à 6 mm et d'une largeur de 4 à 5 mm. Il donne passage au nerf facial, à l'intermédiaire de Vrisberg, au nerf vestibulo-cochléaire et à l'artère labyrinthique. L'artère labyrinthique, branche de l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, pénètre par le méa en compagnie du cochléo-vestibulaire. Elle est généralement en position inférieure ou antéro-inférieure dans le paquet nerveux. À ce stade, tous ces éléments forment un faisceau unique sans cloison. Dans la partie proximale du canal, le nerf facial et l'intermédiaire de Vrisberg sont encore étroitement liés, mais ils glissent vers l'avant et vers le haut. L'artère labyrinthique suit le trajet du nerf cochléo-vestibulaire, souvent entre ses branches vestibulaires et cochléaires. La crête transversale commence à apparaître dans la partie latérale du canal, annonçant la division en étages supérieurs et inférieurs. Le nerf facial avec son intermédiaire, ainsi que le nerf vestibulaire supérieur, migrent vers l'étage supérieur, alors que le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire inférieur, accompagnés de l'artère labyrinthique, vont migrer dans l'étage inférieur. Le conduit auditif interne se termine par un méa, le fundus. À ce niveau, la disposition est parfaitement quadripartite grâce à deux crêtes, la crête transverse horizontale et la crête verticale ou crête de Bill, ou Billspar. Dans l'étage supérieur, la crête verticale crée deux loges, une antérieure ou aire du nerf facial et une postérieure ou aire vestibulaire supérieure. L'aire du nerf facial va donner passage au nerf facial et à l'intermédiaire de Vrisberg qui sortent ensemble pour rejoindre le canal bufacial ou canal de Fallope. La portion labyrinthique est le premier segment intrapétreux du canal facial. Elle mesure entre 3 et 5 mm. Elle débute dans le cadran antéro-supérieur du fundus du conduit auditif interne. Elle se dirige obliquement en avant et en dehors, perpendiculairement à l'axe du rocher temporal. Il s'agit du segment le plus court et le plus étroit du canal facial, ce qui en fait une zone de vulnérabilité. Elle se termine en formant un coude aigu, le genou du nerf facial, au niveau du ganglion géniculé logé dans une petite dépression osseuse appelée la fossée du ganglion géniculé. Les rapports anatomiques de la portion labyrinthique sont: en avant, la cochlée avec sa partie basale dont elle est séparée par une fine lame osseuse.
En arrière, le vestibule de l'oreille interne avec son utricule et son sacule. En dedans, le fond du conduit auditif interne. En dehors, la paroi interne de la caisse du tympan au niveau de l'épitympanum. En haut, la fosse cérébrale moyenne dont elle est séparée par une fine couche osseuse. Le ganglion géniculé contient les corps cellulaires des fibres sensorielles, gustatives, qui arrivent via la corde du tympan et le nerf intermédiaire. À ce niveau naît le nerf grand pétreux qui emprunte un canalicule distinct pour rejoindre le foramen déchiré. La portion tympanique, également appelée deuxième portion du canal facial, suit la portion labyrinthique. Elle débute au niveau du ganglion géniculé et se termine au deuxième coude ou genou externe où le nerf va amorcer sa descente verticale. Le trajet de la portion tympanique est oblique, orienté en arrière et en dehors. Elle est longue de 10 à 12 mm. Au niveau de la portion tympanique, le nerf se situe au niveau de la paroi médiale de la caisse du tympan. Dans cette paroi, il forme la proéminence du canal facial. À ce niveau, il passe entre deux repères majeurs de l'oreille moyenne. En haut, le canal semi-circulaire latéral. En bas, la fenêtre ovale. La portion mastoïdienne est dite la troisième portion du segment intrapétreux du canal facial. Elle débute au niveau du coude du facial et se termine au niveau du foramen stylomastoïdien en arrière de la pyramide. À ce niveau, le trajet du nerf facial est orienté de haut en bas et légèrement en avant et en dehors. La portion mastoïdienne est longue de 10 à 15 mm, c'est le segment le plus long du canal facial. Elle descend dans la portion mastoïdienne du rocher temporal, en arrière de la caisse du tympan. Le nerf facial va établir des rapports au niveau de sa portion mastoïdienne qui sont en avant la paroi postérieure du conduit auditif externe, en arrière les cellules mastoïdiennes, latéralement la paroi du sinus sigmoïde en arrière et latéral, médialement le canal semi-circulaire postérieur. Les branches collatérales issues de la portion mastoïdienne sont au nombre de 3. Le nerf stapédien qui assure l'innervation motrice du muscle stapédien, la corde du tympan qui est la branche sensitive assurant le goût pour les 2/3 antérieurs de la langue et parasympathique pour les glandes salivaires submandibulaires et sublinguales. Elle remonte dans la caisse du tympan avant de sortir par la fissure pétro-tympanique. Le rameau auriculaire postérieur qui innerve les muscles auriculaires postérieurs et supérieurs et le ventre occipital du muscle occipito-frontal. La portion extracrânienne du nerf facial débute au niveau du foramen stylomastoïdien et se termine au niveau de la parotide. Après avoir quitté le foramen stylomastoïdien, le nerf facial descend ensuite dans le triangle stylodigastrique pour se diriger vers l'espace rétrostylien. À sa sortie du foramen stylomastoïdien, le nerf facial se dirige en avant, en bas et en dehors. Le nerf facial chemine en dehors du muscle digastrique au niveau de son ventre postérieur qu'il longe après pour entrer dans la parotide. Avant d'entrer dans la glande parotide, il donne des branches collatérales, y compris le nerf auriculaire postérieur, le rameau digastrique et le rameau stylo-hyoïdien. Au niveau de la glande parotide, le nerf facial traverse un plan conjonctif et divise la glande en un lobe superficiel en dehors et un lobe profond en dedans. À l'intérieur de la glande, la veine rétromandibulaire est située en dedans du nerf facial, parfois entre ces deux troncs. L'artère carotide externe est en dedans de la veine rétromandibulaire plus profonde, en avant du nerf. Il pénètre immédiatement dans la face profonde de la glande parotide où il se divise en deux troncs principaux, le tronc temporofacial supérieur et le tronc cervico-facial qui est inférieur.
Le rameau temporal est destiné aux muscles auriculaires antérieurs et supérieurs, au ventre frontal du muscle occipito-frontal, au muscle orbiculaire de la paupière dans sa partie supérieure. Le rameau zygomatique est destiné à la portion inférieure du muscle orbiculaire de la paupière, au muscle procérus, au muscle abaisseur du sourcil, au muscle nasal transverse et myrtiforme. Le rameau buccal est destiné aux muscles releveurs de la lèvre supérieure et de l'aile du nez, aux muscles petits et grands zygomatiques, aux muscles buccinateurs, aux muscles orbiculaires de la bouche à sa partie périphérique et aux muscles risorius. Le rameau mandibulaire marginal est destiné aux muscles abaisseurs de l'angle de la bouche, aux muscles abaisseurs de la lèvre inférieure et aux muscles mentonniers. Le rameau cervical est destiné au muscle platysma, anciennement appelé le muscle possier du cou. Le nerf facial a un trajet long et segmenté. Une lésion à différents niveaux peut entraîner des signes cliniques différents. La compréhension de l'anatomie topographique et des différents rapports nous permet de prédire le site de la lésion, ce qui nous permet de définir l'approche thérapeutique adaptée.